Vous êtes tous criminalisés. Être pro-Gbagbo, ça veut dire être criminel. Pro-Gbagbo, c'est criminel. Même pour moi en France, hein. Pro-Gbagbo, je suis criminel. Je vous le dis, c'est vrai. Je suis très mal vu. On pense sûrement que j'ai été payé. Alors, j'ai pas été payé. Et que je gagne beaucoup d'argent avec ça. Dans la démarche que le projet Europe a adopté pour véritablement reprendre le flambeau de la mobilisation. Donc je voudrais d'abord vous remercier. Nous devons laisser ces connotations idéologiques, politiques, pour pouvoir défendre l'Afrique. Et il faut toujours avoir en mémoire qu'Alassane Draman Ouattara, comme l'a dit Mattei, est un agent de l'Occident. Il n'est pas politique. Et il s'en fout pas mal de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu un chef d'État qui se lève pendant qu'il y a quelque chose de tragique qui se passe dans son pays. Des enfants qui sont enlevés, des écoles qui sont attaquées par des hommes armés. Et il va en voyage. Il n'y a aucune déclaration là-dessus. On pose les problèmes que nous vivons, que nos parents vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des enfants qui sont enlevés et qui sont retrouvés au bord d'une route comme un gibier découpé, dépecé. C'est ces problèmes-là que nous devons poser. C'est ahurissant que tu travailles et que ton argent se retrouve dans la poche d'autrui, comme on le dit. Donc, nous avons une situation qui est privilégiée parce que nous savons l'Afrique, nous savons les réalités africaines et nous sommes aujourd'hui ici en Europe. Nous voyons comment ils vivent et nous voyons aussi comment leur chef d'État se comporte dans nos pays. Donc, si nous faisons cette synthèse, nous devons avoir une bonne voie, une solution pour pouvoir sortir plus ou moins la tête de l'eau, la tête de l'Afrique de l'eau. Je voudrais vous remercier. Là, je sais que vous le savez, en tout cas vous le savez, les élections ont été gagnées par le Gbagbo. La CPI, c'est une mécanique extrêmement lourde, lente, et je crains que ce procès-là dure 3 ans, minimum. Donc, ça veut dire, si on calcule procès en 2015, une décision éventuelle en 2018, au plus tôt. Moi, c'est ce qui fait le fond de mon inquiétude aujourd'hui. C'est ça. On est parti pour 2018. Calculé, ça fait 8 ans. Voilà. C'est ce que je crains parce que je ne vois pas quel événement pourrait interrompre cette mécanique qui est lourde, qui est soutenue par les puissances internationales. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne va pas faire de procès puisqu'on a fait une guerre. On va expliquer comment aux gens qu'il n'y aura pas de procès quand on a de toute façon reconnu les charges contre Gbagbo. Vous savez dans quelles conditions ont été donc confirmées les charges. La CPI, il n'y a pas de juge d'instruction. Il y a donc une cour préliminaire qui examine les griefs, les crimes qui sont reprochés à la personne. Alors, ils ont débattu pendant plus de 3 ans. Hein, voilà, pour arriver au fait que en juin 2013, les 3 juges de la cour préliminaire ont dit qu'il n'y a pas de charge suffisante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais bon, il n'y a pas de charge. Et pourquoi il n'y a pas de charge? Parce qu'il y a 3 juges préliminaires. Il y a la présidente, qui est Madame de Gourmandie, qui est dans la machine contre Gbagbo, puisqu'elle était l'adjointe de M. Ocampo, qui a envoyé Gbagbo devant le tribunal. Donc elle fait ce qu'on lui dit. Et les 2 autres juges, le juge allemand et la belge, ont dit non, il n'y a pas de charge suffisante. Donc il n'y avait pas de quoi faire un procès. Donc en juin 2013, il n'y avait pas les charges. Logiquement, dans tout tribunal de justice, il n'y a pas de charge, on libère l'accusé. Il n'a pas été libéré,
Et on a donné à Madame Bensouda, la procureure, la possibilité de refaire son enquête. Elle n'a rien refait du tout, puisqu'elle n'a pas ajouté quoi que ce soit qui n'existait pas depuis 3 ans. Pour finalement arriver quelques mois après à quoi? À l'inverse, c'est-à-dire on confirme les charges. Oui, il a commis ceci et cela. Et dans quelles conditions? Je pense que vous le savez, c'est que sur les 3 juges, l'un était absent, était malade, le juge allemand. On ne sait même pas s'il a voté, pas voté, on ne sait rien. Donc il est resté la juge belge, qui a continué à dire qu'il n'y a pas de grief suffisant contre M. Gbagbo, et la présidente qui a voté contre Gbagbo. Et le juge allemand, bizarrement, qui est mort un mois après, c'est la vérité, a jugé, apparemment, qu'il y avait suffisamment de charges d'un seul coup. Donc ça s'est passé quand même dans des conditions d'opacité extraordinaires, sans y voir de complot. C'est très curieux. Il a démissionné du tribunal, une semaine après le délibéré. Il était malade depuis pas mal de temps, et il est mort un mois après, et on apprend qu'il y a eu 2 voix contre une, c'est-à-dire l'allemand, la présidente de Normandie, contre la Belge, qui continue à dire, il n'y a rien dans le dossier. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Le dossier, je le connais, je l'ai travaillé, je l'ai vu. Il n'y a rien. Bon. Donc, il y a, vous savez ce qu'il y a dans le dossier? Il y a le fait que Laurent Gbagbo, élu président de la République, on lui reproche quel crime? Il a continué à faire son boulot. C'est-à-dire qu'il a employé les forces de l'ordre, etc., pour faire face aux rebelles et à tout ce qui se passait. C'est tout. Et sur le plan économique, il a continué à gérer. Donc, crime économique, parce qu'il avait géré, parce qu'il n'avait plus le droit, il était battu, selon eux. Et tout ce qui pouvait arriver, quelqu'un qui tombait d'un trottoir, c'était de sa faute, puisque, voilà. Donc, c'est parce qu'il est resté en place, à leurs yeux, indûment. Gbagbo, c'est la phrase, Gbagbo s'est accroché au pouvoir, n'a pas reconnu sa défaite. C'est pourquoi Gbagbo dit, la seule question, c'est qui a gagné l'élection. Il le dit, il le redit, qui a gagné l'élection. Mais personne n'y va là-dedans. Personne n'y va, parce qu'ils savent très bien, donc on a préféré. Où est-ce qu'on a vu aussi, j'insiste là-dessus, parce que un problème électoral, comme je cherche le mot, pas un conflit électoral, mais un désaccord, il y en a eu partout dans le monde. J'ai jamais vu un employé armé, moi. On n'envoie pas l'armée, on ne fait pas 3000 morts parce qu'on n'est pas d'accord sur un décompte de voix, c'est faux. Ça, c'est pour les enfants des écoles, et encore, ils n'y croient pas. C'est faux. Donc on sait très bien que ce qui était programmé, c'était la chute de Gbagbo d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et que ce qu'il a pensé lui être la sortie, il voulait une sortie légale, c'est-à-dire une élection, on en a fait un piège. Et ils s'y sont mis tous à faire le piège. La communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, et l'ONU sont des fonctionnaires. Hein. Monsieur Choi qui était sur place, c'est un petit fonctionnaire coréen. Moi, je ne vois rien, ce que dit Monsieur Choi ou ce qu'il ne dit pas, je m'en fous. Totalement. Moi, je vote, et j'ai des institutions qui décident de que mon vote a donné, ainsi que celui de mes compatriotes. C'est pas à Monsieur Choi. L'ONU était là juste pour certifier que tout s'était passé correctement. C'est tout. Ils n'étaient pas là pour décider du résultat des élections. Et vous savez aussi comment elles ont été proclamées. Enfin, comment a été proclamé le résultat. Au siège, au QG de Ouattara, on n'a jamais vu ça non plus nulle part, dans le QG d'un des candidats, et encadré par l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France, avec Bakayoko, qui, avec une feuille en tremblant comme ça, a dit c'est Ouattara qui a gagné. Bon. Et après, on l'a mis dans un avion, et il s'est barré, et il est allé à Neuilly. On l'a caché. Neuilly. Oui. Mais quand est-ce que la Côte d'Ivoire a signé ce traité pour entrer dans la CPI? Sous quel gouvernement? Gbagbo. Sous Laurent Gbagbo. Sous Laurent Gbagbo. Qui lui a accepté. Mais Gbagbo, vous savez, le seul reproche que je lui fais, mais on rigole beaucoup de ça, je lui dis, tu continues à croire, il est plus intelligent que ça, évidemment. Je lui dis, toi, tu continues à croire à des valeurs démocratiques que nous foulons au pied tous les jours. Voilà. Et que l'Occident enseigne à la terre entière, puisqu'on agit toujours
On envoie l'armée, nous, au nom des droits de l'homme, de la démocratie, jamais au nom du minerai de fer ou de pétrole. Jamais. Et donc, on brandit ces valeurs-là. Mais il ne faut pas y croire, puisque nous, on n'y croit pas. Les Grecs n'y croient plus. En Europe, ça commence à venir. Il faut voir que les gens sont intelligents, aussi partout. Et les peuples, ce qui m'intéresse, moi, dans ce qui se passe en Europe, c'est que les gens qui ne s'intéressaient pas à l'Afrique, ou à ce qui arrivait au peuple africain, ils disaient, les peuples africains, ils ont ce qu'ils méritent, puisqu'ils ne bougent pas. On voit bien qu'en Europe, on est pris entre... Vous êtes pris entre le FMI, la Banque mondiale, la dette, enfin comment on vous tient la tête dans la bassine, c'est impressionnant. Mais nous, ça y est, les Grecs, ils les ont noyés. Ils sont sortis du trou parce qu'ils ont dit non, niet, on va voir ce que ça donne. Mais c'est quand même un bon signe. Et ça, c'est un mouvement du peuple. C'est un mouvement du peuple. Alors, on attend, en France, on ne voit pas d'où ça pourrait venir, parce qu'on a une classe politique un peu fatiguée. Et puis on a l'impression que qu'on mette l'un ou l'autre, c'est pareil. On a plus que l'impression. Parce que moi, j'espérais sur la Côte d'Ivoire qu'il y aurait une rupture, quand même, sur au moins la vision qu'on avait, notamment de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je pensais que François Hollande aurait intérêt à se démarquer, à dire ce qui a été fait. Je voudrais bien qu'on se penche dessus parce que c'est pas clair. Non. Ils sont droits dans la même ligne. Pour des raisons, alors à mon avis aussi, les socialistes sont du côté du même côté que Sarkozy, c'est-à-dire qu'ils sont atlantistes, qu'on est avec les Américains, et on est les tirailleurs sénégalais des Américains en Afrique. C'est-à-dire qu'on établit la prédominance occidentale sur... On garde le jardin, quoi. On garde, parce que la Côte d'Ivoire, c'est presque la moitié de toute l'économie de la région. Ça foutait tout en l'air. Donc, ne serait-ce que pour ça, il fallait le sortir. Donc, à mon avis, pour en sortir, il faut prendre des sujets de combat, de revendication, qui ne soient pas forcément politiques entre vous, ou politiques, ou d'idées politiques vagues. Ça, c'est un vrai débat. Pourquoi n'avons-nous pas de monnaie ? Les hommes d'État africains le savent aussi bien que nous, mais ils y vont mollo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur pour leur place. Ils voient ce qui est arrivé à tous ceux qui s'y sont frottés. Vous n'avez pas de fauteuil de président à sauver, donc il faut faire pression à la fois sur les responsables africains, et puis ici, sur les médias, en disant on est escroqués. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est votre travail, quand vous avez fini votre mois de boulot, c'est moi qui ai votre argent. C'est quand même formidable. Et je vous sors les billets. C'est quand même un truc. Mais c'est vrai que moi je l'ai découvert tard. Je l'ai découvert il y a... Et je crains que ce procès-là dure 3 ans, minimum. Parce que c'est un homme formidable et que le sort qui lui est fait très injuste, comme le sort qui vous est fait. Mais lui, il incarne ça. Et il tient le choc d'une façon extraordinaire. Je peux vous dire que autour de lui, il y a d'autres gens. Il n'y a que des Africains dans ces pays. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas autre chose. Quand on y va, on est frappé, on se dit tiens, c'est un département de l'Afrique. Puisque depuis que la CPI existe en tant que telle, avant il y avait la Yougoslavie, il n'y a que des Africains noirs. C'est tout. Il n'y a donc de crimes contre l'humanité que chez vous. Pas ailleurs. J'ai rencontré souvent Jean-Pierre Bemba, enfin tous ces gens-là, qui sont là parce qu'il y a une salle commune où on va boire un café à la fin. Et donc déjà ça, c'est un choc, vous voyez, de comprendre que la Cour pénale internationale qui est censée donner une idée, une image d'une justice universelle, c'est bien ça. Qu'il n'y ait plus de grands génocides. C'est marrant, mais il n'y a que vous qui êtes visés. C'est tout. Il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas de Russes, il n'y a pas d'Israéliens, de Français. Personne chez nous ne connaît plus de crimes contre l'humanité. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez vous. Il n'y a pas d'Arabes. Mais parce que les Arabes ont eu, je dirais, la finesse, l'intelligence ou la prudence de ne pas signer pour la Cour pénale. Voilà. Ils ont dit, nous on n'y va pas. Donc ils n'y vont pas.
Et à mon avis, c'est pas trop mal vu. Voilà. Parce que ou c'est pour tout le monde, ou c'est... si c'est pour tout le monde, c'est formidable dans ces pays. Mais on voit bien que c'est pas pour tout le monde, et en même temps, à l'intérieur même d'un dossier, j'aime pas le mot dossier, mais bon, comme la Côte d'Ivoire, pour eux c'est un dossier criminel. Alors il fallait faire venir tout le monde. Une guerre civile qui dure 10 ans, il y a des villages entiers qui ont été rasés dans le nord, vous savez, enfin je ne vais pas vous raconter votre histoire. Bon, il y a des endroits où les gens ont été tués par centaines en une journée, il y a eu plein de choses horribles. Et les gens ne sont pas là. Si, ils sont là. Ils sont préfets de région, ils sont présidents de l'Assemblée nationale, ils sont présidents de la République, et je le dis, c'est tout. Pour moi, ce sont des gens qui sont qu'on doit entendre sur des atrocités qui sont commises, oui, bien sûr. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne tiendra pas à terme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé. Moi, j'ai essayé d'aider Gbagbo à dire sa vérité, mais bon, simplement juste un peu la faire entendre ici en Europe, et puis c'est tout. Je dis souvent, je suis son facteur, je porte ses lettres. Voilà. Vraiment, on constate, on voit ce que vous avez dit, et c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons besoin de la vraie indépendance. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qu'il nous faut. Qui va lutter pour cela? Est-ce que ce sera vraiment les immigrés ou bien ceux qui sont au pays? Ou bien ensemble? Je pense que ce que nous devons arrêter, c'est un peu nos guerres intestines entre nous. Ça ne fait que nous faiblir et ça permet toujours à l'autre de venir régner sur nous. C'est ça notre grand problème. Nous sommes très sensibles à l'ethnie, à la région, et cela nous fait toujours rester dans ces séparations, dans ces divisions. Nous savons que l'union fait la force, ça c'est un fait naturel. Alors donc, plus nous serons unis pour un seul fait, pour la réalité de l'indépendance, mieux on pourra arriver à cette vraie indépendance en vérité. Moi, je regrette fort ce qui s'est passé, parce que vraiment je m'intéressais beaucoup. Vous savez combien Côte d'Ivoire et Sénégal, nous sommes bien liés, amitié, et j'ai des confrères qui ont vécu avec moi ici, des prêtres ivoiriens qui sont retournés au pays. Et donc c'est à travers eux aussi que j'entendais, que je recevais les nouvelles. Et j'en souffrais. J'avais le désir d'aller en Côte d'Ivoire comme aumônier des Africains francophones. Et j'étais au Sénégal, quand j'ai voulu aller en Côte d'Ivoire, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que c'était dangereux. Il y aura le jugement final. Est-ce qu'il y en aura? Peut-être beaucoup le savent, moi je ne le sais pas. Sa femme, Madame Gbagbo, où est-ce qu'elle se trouve actuellement? En Europe, on peut circuler librement, aller en France quand on veut, ou on ne peut pas aller du Sénégal en Côte d'Ivoire. On n'a plus cette grande liberté, cette liberté nécessaire de voyager dans les pays de l'Afrique. C'est triste cette situation. Alors cherchons à nous mettre ensemble pour lutter contre cette division et vraiment que nous ayons le cœur ensemble pour travailler pour l'Afrique, pour notre pays, ensemble. L'union fait la force.